Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Non, écoutez, pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Il est l'homme aux multiples casquettes, président de l'Institut Polémia. Il est écrivain, homme politique. Il est aussi l'animateur de TV Liberté pour l'émission à succès immédiat. C'est bien évidemment Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Martial. Alors vous êtes ici présent aujourd'hui parmi nous pour présenter un excellent ouvrage intitulé « L'album des bobards, 10 années, 10 ans de fake news, de mensonges, de médias ». C'est un ouvrage publié d'ailleurs en partenariat avec TV Liberté. Et comment est née l'idée d'une cérémonie des bobards? C'était il y a 10 ans. En gros, une parodie des Césars, des victoires de la musique, des Energy Awards. Et des Gérard, qui se moquent des meilleurs acteurs ou des pires acteurs. Bien, l'idée, ça s'inscrit dans une critique globale du système médiatique. Et l'idée était de faire une cérémonie un peu drôle, un peu parodique, pour récompenser ce qu'on appelait dès le début les meilleurs des journalistes. C'est-à-dire ceux dont le métier est de servir le politiquement correct, puisque sinon ils ne seraient pas journalistes dans les grands médias, et qui, pour servir le politiquement correct, eh bien, n'hésitent pas à bobarder, à raconter des choses qui sont en décalage complet par rapport à la réalité, à mentir. D'où l'idée de bobard, qui est un vieux terme français. Le terme fake news anglo-saxon est arrivé 10 ans plus tard. Le terme français, c'est bobard. C'est un terme qui a notamment beaucoup prospéré pendant la guerre de 14, où il y avait le mot bouteillon, le mot bobard. Ça circulait dans les tranchées, parce qu'évidemment, quand on est en guerre, il y a des bobards de guerre, forcément. Alors dans cet album, avec beaucoup de photos et beaucoup d'intervenants, vous dites... Dont vous d'ailleurs, Martial. C'est vrai, j'ai participé à plusieurs années de ces bobards. Vous avez toujours professé d'ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion de vous entendre lors de ces cérémonies, que le mur de la désinformation tombera. Mais cependant, on peut quand même peut-être vous reprocher que vous sortez l'artillerie du rire et de la moquerie pour combattre l'ennemi. Et c'est peut-être un peu léger quand même. Ou l'adversaire. Alors, si vous voulez, quand je dis le mur de la désinformation tombera, j'ai cru cela jusqu'en 2016. Je suis un peu moins optimiste depuis 2016, parce que jusqu'en 2016, il y avait une assez grande liberté sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et cette liberté, d'ailleurs, a produit 2 faits politiques majeurs, l'élection de Trump aux États-Unis et le Brexit en Grande-Bretagne. Et à partir de là, le système s'est ressaisi et a essayé de sauver le mur de la désinformation. Et donc, le combat est redevenu plus difficile depuis 2016, puisqu'on a non seulement la propagande médiatique, mais on a aussi maintenant un retour de la censure. Et ça, c'est très préoccupant. Alors, le bobard, vous le dites d'entrée de jeu, d'ailleurs, dans l'ouvrage, c'est l'arme suprême de la propagande. Vous indiquez que les règles de propagande, elles sont enseignées dans les écoles de journalisme. Plus, c'est pas du dépit, cela? Ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, c'est pas tant de distinguer le vrai du faux que le bien du mal. Donc on se place dans une perspective idéologique où il y a le bien. Le bien, c'est ce qui est immigrationniste, c'est ce qui est homosexualiste, c'est ce qui vise à tout déconstruire. Ça, c'est le bien. Et le mal, eh bien, c'est ce qui vise à défendre les identités personnelles et les identités collectives des peuples. Donc il y a le bien, il y a le mal. Et on apprend dans les écoles de journalisme à servir le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, servir le bien? Eh bien, ça veut dire mettre en avant tout ce qui peut aller dans le sens du bien. Je prends un exemple, vous allez avoir une famille qui va dire « je veux un immigré chez moi », il n'y en a pas forcément beaucoup, mais vous allez en parler dans les médias.
Vous allez avoir une manifestation contre l'installation d'un centre de migrants clandestins dans un village. Là, on n'en parlera pas. C'est parce que c'est toujours, ça servirait le camp du mal. Et donc, la première des désinformations, d'ailleurs, avant même le mensonge, c'est ce qui consiste à monter en épingle un petit fait qui va dans le sens politiquement correct, et à cacher, occulter un fait important qui va dans le sens du politiquement incorrect. Alors là aussi, on peut vous dire qu'il y a quand même beaucoup de journalistes, y compris dans la presse, dans la grande presse, ou dans la presse de masse plutôt, qui font leur travail et qui ne sont pas avec cette idéologie un peu simpliste que vous évoquez, les méchants et les gentils. Il y a des affaires qui sont sorties par la grande presse. Oui, vous pensez à quoi ? Je vais vous en donner un exemple, puisque vous me le demandez. On a trouvé l'utilisation de corps par l'université Pierre Descartes, où les corps de gens qui donnent leur corps à la science ont été utilisés, revendus, découpés. Ça, c'est une étude et c'est une enquête de l'Express, par exemple. Oui. Alors, le monde n'est jamais ni totalement noir, ni totalement blanc. Donc, il y a de temps en temps de bonnes informations qui peuvent sortir dans la presse officielle. D'ailleurs, c'est un des reproches que la presse officielle a fait à la réinformation, c'est souvent de reprendre un certain nombre de faits qu'on peut trouver dans la presse officielle. Mais souvent, l'article de l'Express était assez visible, mais souvent, c'est un petit articulet, alors que le fait inverse aura la une, quoi, voilà. Donc effectivement, il y a toujours des choses qui peuvent passer, bien sûr. Alors avant d'évoquer ou d'éplucher la liste des bobards les plus importantes depuis 2010, et il y en a quand même une belle liste, vous n'hésitez pas à affirmer que le bobard le plus massif, le plus efficace, le plus déterminant, c'est le bobard invisible. Ça mérite quand même une explication. C'est quoi un bobard invisible ? Un bobard invisible, on ne sait pas que c'est un bobard. Vous avez un exemple ? On ne sait pas que c'est un bobard, on croit que c'est un bobard. Très souvent, c'est le cas notamment en politique internationale, où on affirme quelque chose, il n'y a pas beaucoup de moyens de savoir quelle est la réalité, quels sont les faits. On vous dit qu'il y a eu une attaque chimique en Syrie, les moyens de savoir que c'est un bobard, c'est assez difficile. On le sait généralement 6 mois, 1 an ou 2 ans après. Mais évidemment, le fait qu'on sache que c'est un bobard 1 an ou 2 ans après a beaucoup moins d'impact que le bobard n'en a eu au moment où il a été proféré. Alors venons-en à ces mensonges ou affabulations en tout genre. Alors, j'ai vu plusieurs fois qu'il y avait plusieurs catégories de bobards et même un prix spécial du jury. J'ai pas très bien compris comment ces catégories étaient décidées. Alors, il y a un peu d'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a le bobard, et puis il y a des petites gâteries, peut-on dire. Alors on a notamment créé de temps en temps la brosse à luire d'or, qui était parce que il se trouve que Alain Duhamel n'était pas récompensé et qu'il méritait par l'ensemble de son œuvre, donc il a eu une brosse à luire d'or. Il y a eu un certain nombre de petits clins d'œil humoristiques. Il y a aussi le capot d'or qui a été remis à Patrick Cohen, parce que c'est quand même un censeur de première magnitude. Il y a des petits prix particuliers. Enfin, l'essentiel, c'est des bobards, alors qu'on classe par catégorie. Ça peut varier d'une année à l'autre. L'an dernier, on avait fait, pour les derniers bobards, les prochains auront lieu le 24 février prochain, on avait fait les Golden Bobards pour les bobards internationaux, et on avait fait les bobards jaunes à propos des bobards de presse. Alors, si vous voulez, on voit d'ailleurs très bien sur l'affaire des Gilets jaunes. La presse a complètement occulté pendant 2 mois le fait qu'il y avait des violences gouvernementales sur les manifestants, le fait qu'il y avait des dizaines de blessés graves et des dizaines d'éborgnés. Ça a été occulté pendant 2 mois. Aujourd'hui, on en parle, mais ça n'a plus l'effet que cela aurait eu il y a 1 an. On a d'ailleurs récompensé ou cité France 2, où un journaliste était venu très solennellement pour le dire, il n'y a pas eu de violence policière.
Alors, moi, je suis assez d'accord, je pense que ce sont plutôt des violences gouvernementales, c'est-à-dire des violences policières qui ont été commanditées par le gouvernement. Mais le type qui vous dit froidement, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de violence, alors qu'il y a des dizaines de blessés graves et des dizaines d'éborgnés, c'est un bobardeur. Dans la liste des bobards, quel est, c'est pas facile la question que je vais vous poser, celui ou ceux quand même que vous considérez comme les plus graves ou les plus grotesques? Moi j'ai le souvenir du mien, puisque moi j'en ai présenté un, c'était en 2017, voilà, c'était Yann Barthès et Hugo Clément pour le traitement d'un reportage sur la ville de Molenbeek-Saint-Jean, ni de djihadistes, mais nié par ces journalistes. Quel est pour vous dans les 10 années celui que vous avez considéré comme le plus grave, le plus grotesque, l'un ou l'autre ou les deux? Alors, le plus grotesque et le plus rigolo, c'est Poutine qui chasse le tigre, alors que le tigre a été anesthésié par une seringue hypodermique, mais il n'est absolument pas tué. Et ce qui est assez drôle dans ce bobard, c'est qu'il a été resservi par France 2 fois à 5 années d'intervalle, quoi. Donc, le bon bobard se recycle. Voilà. Il y a eu aussi le bobard Durand Soufflant, qui explique que les meurtriers de Jean-Claude Urvoas, l'homme qui regardait des lampadaires en Seine-Saint-Denis en 2005, étaient des Européens, alors que ce sont des gens qui viennent des Antilles, du Congo ou d'Algérie. Mais ce sont des Européens pour Durand Soufflant. Et ça a été resservi quelques années plus tard. Ça a été resservi en première instance et on a eu droit au même bobard en appel. Alors, ce qui est le plus grave, à mon avis, et le plus significatif, c'est ce que j'appelle le bobard total. C'est-à-dire quand toute la presse relaie le bobard. Et de ce point de vue-là, l'un des plus spectaculaires et des plus dramatiques aussi, c'est le bobard Merah. Merah, c'est ce tueur islamiste qui attaque des militaires à Montauban et attaque une école juive à Toulouse. On ne connaît de Merah qu'un homme casqué avec la visière sur le casque de Merah, avant qu'on ne découvre qui c'est. On a comme indication du suspect qu'un homme casqué avec la visière. Et vous avez quand même des médias, et pas n'importe lesquels, TF1, France 2 ou 20h. Donc là, on n'est plus dans le petit bleu des Côtes d'Armor. Hein. Non, on n'est plus dans le confidentiel, qui vous disent « c'est un blond aux yeux bleus ». Et le Canard enchaîné nous dit « le tueur de Toulouse sans le nazi ». Voilà. Il se trouve que c'est un islamiste, c'est-à-dire qu'ils ont parlé. Quand même, là, je cite TF1, France 2, beaucoup d'autres médias, le Canard enchaîné, ils ont parlé alors qu'il suffisait de réfléchir, 5 secondes, pour se dire, non, on peut pas savoir, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, on ne peut pas savoir, son visage est caché. Ça, c'est un bobard extraordinaire. Est-ce qu'ils sont dans ce cas précis, est-ce qu'ils sont manipulés, ce qui semble être le cas, ou est-ce qu'ils sont manipulateurs, ou là les deux, mon capitaine? Je pense que le pouvoir leur distille. C'est ce que dit Claude Guéant dans son ouvrage. Il dit qu'on leur a donné des informations dans ce sens. Je pense que le pouvoir distille, mais le journaliste doit évidemment, devrait avoir un minimum d'esprit critique, d'autant plus que là, il y a quand même des. Je veux dire, comment dire, comment est le type physique du personnage alors qu'on ne le connaît pas. Alors, et si la police le connaît, alors elle doit pouvoir l'arrêter. Il y a un problème. Alors, vous dites que parmi les bobards, j'ai noté non, l'ophtalmo-raciste n'a pas refusé de soigner une enfant arabe. Eh ben non. Alors ça, c'est pareil, l'ophtalmo-raciste, c'est un bobard où toute la presse, absolument, toute la presse plonge. Figaro, Nouvel Observateur, toute la presse plonge. Bon. TF1, France 2, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est un patient, qui est dans le salon d'attente de l'ophtalmo. Comme ça passe pas assez vite, il rentre brutalement dans la salle de consultation de l'ophtalmo avec son enfant. Et l'ophtalmo lui dit, je vous prie, monsieur, de sortir, je termine ma consultation. Et le patient impatient, comme il y en a beaucoup dans les salles d'urgence des hôpitaux, dans les salles d'attente des consultations des médecins, le patient impatient dit il m'a dit dégage châle arabe, et il a refusé de soigner ma fille de 6 ans. Alors évidemment, on comprend que ça suscite de l'émoi, sauf que tout ça est faux.
Et vous avez une journaliste, Chloé Loprince, qui fait carrière maintenant à France Culture, qui a dénoncé l'ophtalmo en donnant son nom, sans même l'appeler au préalable. Donc vous voyez le degré de déontologie qu'il peut y avoir, et elle continue sa carrière. Là encore, de petite délatrice. Jean-Yves Le Gallou, je laisserai répondre, mais Jean-Yves Le Gallou, est-ce que là c'est de l'intoxication ou on est dans l'idéologie? Alors les deux, c'est-à-dire que faut vous placez du point de vue du journaliste qui apprend la nouvelle. Il va être pressé, il sent que l'affaire est bonne. Elle est bonne parce que l'affaire est affective, donc commercialement c'est bon, ça marche, ça va marcher, Coco. Et elle est bonne idéologiquement parce que ça dénonce le racisme. Donc il est poussé à mettre ça en ligne tout de suite. S'il ne met pas en ligne tout de suite, et s'il ne met pas en papier tout de suite, parce qu'il y a la ligne puis le papier après, les autres vont le faire. Et s'il prend le temps de vérifier, eh bien, les autres sortent l'info avant lui. Et si l'info est vraie, il va être accusé, stigmatisé, comme on dit, par ses collègues qui vont lui dire « Mais enfin, pourquoi tu n'as pas sorti les infos ? Ça veut dire que quand même, tu ne dois pas penser très bien, etc. » Tandis que s'il passe l'info qui est fausse, comme tous les autres, il n'y a pas de problème. Donc, au fond, il y a une prime à la non-vérification de l'info à partir du moment où elle va dans le sens politiquement correct. Une info qui va dans le sens politiquement correct n'est pas vérifiée. Une info qui va dans le sens politiquement incorrect, elle est vérifiée 10 fois. Alors là, autre exemple où toute la presse plonge, c'est non, le brave garçon Théo Louaka n'a pas été violé par des policiers. Théo n'a pas été violé par les policiers. Non, alors ça, là aussi... Là, toute la presse a plongé. Absolument, toute la presse. Mais alors là, c'est peut-être encore pire que pour Mera. Absolument, toute la presse a plongé, alors que là encore... Et les politiques. Et les politiques, y compris M. Macron, hein. M. Macron qui, à l'époque, était contre les violences policières, quand on voit ce qu'il fait tous les jours depuis, les ordres qu'il donne... Les ordres, parce que les ordres qu'il a donnés sur les gilets jaunes, c'est des tirs de dissuasion. C'est-à-dire que ce n'est pas des tirs accidentels sur des manifestants pacifiques, c'est des tirs de dissuasion. Bon, ça commence à être reconnu d'ailleurs. Eh bien, tout le monde plonge. Alors que là aussi, il suffit de faire preuve d'un minimum de sens critique, puisque l'interpellation a lieu dans un lieu public. Bon, on va nous dire, un policier a violé une personne arrêtée dans le creux d'une cave de commissariat. Bon. Mais c'est un lieu public où il y a des caméras. Par conséquent, il est quand même peu vraisemblable que les policiers prennent ce type de risque devant les caméras. Et s'ils ont pris le type de risque devant les caméras, les caméras vont parler. D'ailleurs, les caméras ont parlé, mais on les a fait parler très tard. Mais la presse ne s'est pas posé cette question-là. Elle a considéré comme vraisemblable que des policiers à l'extérieur allaient violer un brave garçon qui était accessoirement un dealer et un homme qui détourne les aides sociales et les aides professionnelles, mais peu importe. On croit ça, pas le moindre esprit critique. Vous faites toutes les semaines une émission ici, à ma place, en lieu et place immédiat, et vous relevez bien évidemment tous les bobards de la semaine. Non, enfin, on ne relève pas tous les bobards de la semaine, parce qu'il faudrait faire une émission quotidienne. Amendement accepté. Voilà, oui, accepté. On ne relève pas tous les bobards. On relève les plus saillants, les plus spectaculaires. Vous en avez quelques-uns comme ça, là, des derniers que vous avez évoqués, vous avez comme ça à l'esprit. Oui. Alors, il y en a eu un qui est un bobard un peu sophistiqué, qui est un bobard France Culture, qui a expliqué, alors c'était un bobard docte, puisque c'était un professeur d'université qui expliquait qu'on avait blanchi les statues grecques
parce qu'il fallait blanchir. Alors c'est vrai que les statues grecques étaient colorées, hein, mais elles n'ont pas été blanchies. C'est simplement le temps qui a fait que le marbre est revenu à sa couleur naturelle. Il en tirait quelles conséquences? C'était une volonté de blanchitude pour nier le fait qu'elles aient pu être de couleur. Parce que c'est complètement hallucinant. Je voyais hier, on a découvert de nouvelles peintures à Pompéi, hein, puisqu'il y a eu une nouvelle fouille. Eh bien, les personnages de Pompéi, bah oui, ils sont européens, ils sont blancs, c'est comme ça. Voilà, c'était Rome, c'était la Grèce. Il n'y a pas eu de blanchiment des populations antiques. Voilà. L'ouvrage Derrière le loisir, c'est aussi un outil de travail pour reconnaître, décrypter et dénoncer les mensonges médiatiques. C'est maintenant devenu votre mission, votre métier, ou est-ce que ça vous est tombé sur la tête? Vous dites en 2010, j'aurais jamais dû faire ça, parce que maintenant je suis prisonnier de la chasse aux bobards. Je suis un chasseur de bobards. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait carrière sur la chasse, être chasseur de bobards. Oui, alors non, je ne veux pas me limiter à la chasse aux bobards, mais en fait, quand nous avons créé Polémia, donc avant même les bobards, j'ai considéré qu'il y avait un champ d'action qui n'était finalement très peu occupé, qui était la critique des médias. Pour une raison très simple, c'est que la logique des médias dominants, c'est de dire si vous nous critiquez, on ne parlera plus jamais de vous. Et donc la majorité des gens, notamment dans le milieu politique, s'écrasent ou s'écrasaient parce qu'ils s'écrasent un peu moins maintenant quand même. S'écrasaient parce que vous avez critiqué, vous nous demandez la réponse, vous n'existez plus. Bon, il se trouve que moi, je considérais que j'avais plus besoin des médias, et donc je me suis lancé dans la critique des médias avec un certain nombre de développements dans la presse de réinformation, etc. Et les bobards, c'est un élément de la critique des médias. Je crois que c'est essentiel parce que les médias, ce n'est pas le quatrième pouvoir, c'est le premier pouvoir, c'est celui qui façonne l'opinion. Et qui façonne l'opinion à travers une propagande absolument massive. Et donc, au fond, avec nos moyens modestes, malgré tout, par rapport à ceux de l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, nos moyens modestes consistent à décrédibiliser les gens qui nous bourrent le crâne. Voilà, d'où la campagne de don de TV Liberté, par exemple. Par exemple. Alors, puisqu'on débute les fake news, les bobards, j'ai lu ici ou là quand même, alors là, je dois dire, je me suis dit là, je tiens une fake news à l'intérieur de la dénonciation des fake news. J'ai lu que le président des États-Unis, Donald Trump, s'était directement inspiré des bobardeurs. Là, je me suis dit, fake news. Alors, il y a effectivement, il y a une erreur dans le livre des bobards que j'ai découvert, je la dirai tout à l'heure. C'est pas celle-là, alors. Mais c'est pas celle-là, parce que comment ça s'est passé? Ça, c'est assez extraordinaire. On a eu Raim Kassem, qui est le représentant de Breitbart News en Angleterre, qui est venu à plusieurs reprises à la cérémonie des bobards d'or. Et il nous a dit, c'est absolument formidable. La première fois qu'il est venu, je lui avais trouvé un bon interprète avec lui, parce que pour qu'il apprécie quand même la soirée. Il a dit, c'est absolument formidable. Je vais proposer ça aux États-Unis. Et il a proposé ça aux États-Unis, et ça a tellement bien marché que c'est pas une petite cérémonie qui a été organisée, c'est tout simplement le président des États-Unis, Donald Trump, qui a fait une conférence de presse pour décerner ce qu'il a appelé les Fake News Awards à 10 grands médias américains. Donc, voilà, honnêtement, je n'ai jamais rencontré Donald Trump, mais l'idée des Fake News Awards, elle a traversé l'Atlantique. Voilà. Et oui, il y a une erreur. Alors, il y a une erreur. Il ne fallait pas le dire maintenant. Il y a une erreur, je vais vous le dire. Dites-moi tout. C'est à propos, dites-nous tout. C'est à propos de l'affaire de Fiorina. La jeune fille victime d'un tir qui lui a et qui l'a éborgnée. Elle a complètement perdu son œil. Je crois que vous l'avez reçu d'ailleurs, il y a quelques jours, Martial, il y a quelques jours. Et elle a été blessée par un éclat de grenade. Et ce qui a été beaucoup dit, c'est que ça avait été un tir de flashball, ce qui n'est pas le cas. Mais il se trouve qu'il y a eu une erreur
au moment de la rédaction qui a été supprimé mais qui se retrouve dans la légende. Donc là, il y a une légende qui nous dit c'est un tir de flashball et le texte qui dit c'est un tir de grenade, donc c'est une erreur, c'est évidemment pas un bobard délibéré. Est-ce que la réinformation c'est aussi cela, c'est-à-dire savoir reconnaître son erreur ou savoir reconnaître absolument, qu'on se trompe? absolument. Alors, écoutez, la presse ne fait jamais ça. Absolument. Moi, je mets un point d'honneur, quand je me trompe, à ne pas retirer l'erreur, mais à dire derrière ou en dessous, attention, là, c'est une erreur. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut et sur immédiat, si nous sommes pris en défaut, ce qui peut arriver, nous corrigeons la semaine d'après l'erreur. On peut se tromper, ça c'est indiscutable. Simplement, se tromper une fois, ce n'est pas le bobard systémique. Voilà. Est-ce qu'il faut acheter l'ouvrage? Alors il faut acheter l'ouvrage. Non, parce que vous dites quand même le bobard, ça nuit gravement à la santé mentale. Et je me dis qu'en le lisant, vous mettez en péril la santé mentale des téléspectateurs de Télé Liberté. Ça, je ne peux pas vous autoriser, vous nous en doutez. Les téléspectateurs de Télé Liberté ont une bonne santé mentale, sinon ils ne regarderaient pas Télé Liberté. Alors il faut acheter des bobards pour deux raisons. D'abord, c'est un très joli cadeau de Noël. C'est amusant, c'est-à-dire qu'on peut offrir un livre politique, ce qui n'est pas toujours facile, mais un livre politique, oui, quand même, mais c'est très distrayant, voilà. Donc c'est très bien écrit. Il faut l'acheter pour se distraire, il faut l'offrir pour distraire ceux à qui on l'offre, et puis alors c'est un outil de travail. Ça, c'est très important, parce que vous avez un index des médias cités, vous avez un index des auteurs de bobards, et donc, voilà, vous, par exemple, je sais pas moi, vous voulez savoir le bobard Askolovitch ou le bobard... remettez-moi Barthès, moi je l'ai. Barthès, voilà, alors le souvenirs. bobard Barthès, là vous êtes gâtés, voyez le bobard Barthès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 citations, ça lui portera pas bonheur. Ah oui, il est bien cité, lui, Barthès. Voilà. Il le mérite. Il le mérite, tout à fait. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc c'est distrayant et c'est un outil de travail. Merci, vous pouvez retrouver ça dans la boutique de TV Liberté ou sur les bonnes librairies à travers toute la France. TV Liberté a, je le rappelle, participé à l'édition de cet ouvrage. Merci Jean-Yves Le Gallou, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se vous retrouve tous les jeudis, y compris pendant les fêtes. Y compris pendant les fêtes, absolument. Nous assurerons la continuité du service public grâce à notre statut extrêmement protecteur, bien entendu. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci.